Vous allez entendre des choses sensées. Vous allez entendre des choses insensées. J'ai voté au deuxième tour Emmanuel Macron grâce à cette émission. Seulement grâce à cette émission. Parce que je connaissais pas Emmanuel Macron. Et je savais pas d'où il sortait ce mec. Et je me disais, ok, pourquoi pas. Et quand je l'ai vu ici, réagir avec les enfants, être sympa, jouer le jeu, aller au tableau, tu comprends, et aller au bout du truc, j'ai trouvé que c'était le plus sincère. Père Castor, raconte-nous une histoire. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. Je pense à cette retraitée. C'est très évanescent comme ça. Le mec est en train de se dire, je vais niquer la bête humaine, je vais écrire mieux en incipit. Tu vois, l'intro de la bête humaine, je la zobe. Père Castor, raconte-nous deux histoires. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois, et n'a plus d'espoir. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent aident à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. Bon alors là, clairement, il nous utilise un petit storytelling pour essayer de nous revoir en fait individuellement. Soit on connaît la situation qu'il est en train de décrire parce qu'on la vit, soit on connaît forcément quelqu'un qui la vit, et il va essayer en fait de regrouper et de rassembler comme ça autour de lui, comme si lui aussi faisait partie du clan, du groupe et de ces personnes qui ont ces mêmes problèmes. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Ne suis-je pas d'une grande clémence ? Mais en fait, il s'agit uniquement de la hausse de la prime d'activité qui se fera à la charge des contribuables et non pas des entreprises et qui coûtera beaucoup d'argent à l'État, ce qui se fera certainement au détriment des services publics que ne cesse de casser le gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Malaise des territoires, villages comme quartiers, où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître. Ils appellent réforme des régressions. Nous régressons sur tout. Et d'ailleurs, il l'avoue, vous vous souvenez de Kessler qui disait, il parlait de Sarkozy, il parlait des mesures de Sarkozy, ça partait dans tous les sens. Il disait, vous comprenez pas, vous vous dites que c'est incohérent. Mais moi, je vais vous dire la cohérence de ce que fait Sarkozy. C'était l'ancien patron du MEDEF. Et il disait, donc il l'avouait, il dit, je vais vous donner la cohérence. La cohérence, c'est de détruire tout ce qui a été institué lors du Conseil national de la résistance, donc la sécurité sociale notamment. Donc le plan, c'est ça, c'est de faire de la sécurité sociale un centre de profit comme aux États-Unis. Quand a-t-on augmenté le SMIC d'un niveau de 100 €? Quand est-ce que ça a été fait récemment? Est-ce que vous avez un exemple récent à évoquer? Ne suis-je pas d'une grande clémence ? C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. À la suite de la déclaration du président de la République, Altice France a décidé l'attribution d'une prime exceptionnelle de solidarité de 1 000 € à ses salariés en France. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Huppert. Les multinationales ne renonceront jamais au pouvoir exorbitant que leur offrent les tribunaux d'arbitrage. Elles peuvent compter sur les meilleurs cabinets d'avocats d'affaires du monde pour les défendre et leur rappeler les traités de libre-échange signés par les États dans le passé. Vous savez ce que c'est que le verrou de Bercy? C'est une règle incroyable, scandaleuse, qui permet aux plus riches du pays de ne pas passer par la case justice quand ils sont soupçonnés de fraude. Ça passe par le ministre, et le ministre peut verrouiller, c'est-à-dire peut empêcher le dossier d'aller devant les juges. C'est-à-dire qu'en fait, les riches qui ont participé à l'élection de Macron, qui ont payé des fortunes, c'est un investissement formidable, parce que le retour sur investissement, on paye des millions, on gagne des milliards. Ces gens-là sont à l'abri. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Le président de la République n'a pas convaincu les gilets jaunes réunis dans cette salle des fêtes. Qui est beau pour continuer, pour adapter ça. Je vis un rêve éveillé, les amis. Chaque jour, vous mettez, chaque semaine, un peu plus, le pouvoir, il vous mange dans la main. La semaine dernière, le Premier ministre, bram, qui s'en est pris une, qui arrive avec ses vieilles propositions, qui se les repris dans la gueule. Et là, hier, le président qui arrive, qui fait les propositions, les gens le regardent, lui disent non.
Là, ce qui est formidable, c'est que vous refusez des représentants, donc vous êtes complètement insaisissable, ça vous rend complètement invulnérable. Ils n'arrivent pas à négocier. Et si en plus, en arrière-plan, rond-point par rond-point, vous avez une idée, pas un homme, comptez pas sur un homme, ou une femme, je veux dire, comptez pas sur une personne qui serait vertueuse. Vous avez une idée que vous avez décidée centrale. On veut instituer nous-mêmes notre puissance politique pour décider ensuite de notre destin point par point sur toute matière. Si c'est l'idée qui est le ciment, mais vous devenez invulnérable. Moi, je suis un républicain et ce que je défends, c'est la souveraineté du peuple et c'est la défense aussi du patrimoine de la France qui est en train d'être bradé à l'heure où nous nous parlons. Il y a des amis de M. Macron extrêmement proches de lui qui sont des banquiers internationaux, dont M. par exemple Bernard Mourad qui vient d'être nommé à la tête de Bank of America France, qui est en train de vendre Aéroport de Paris, qui est une entreprise rentable pour l'État, qui rapporte à l'État. Il s'apprête aussi à vendre la Française des Jeux et beaucoup plus grave, il s'apprête à vendre les barrages. La souveraineté du peuple, elle a été confisquée, notamment en 2008, et nos propres élus sont eux-mêmes pris dans une camisole, la camisole des traités. Je rappelle quand même qu'en 2005, la majorité du peuple contre les médias a voté non au traité constitutionnel et qu'en 2008, on nous l'a imposé. C'est plus de la démocratie, ça. Ça s'appelle comment? Ça a quel nom? Je sais pas le nommer, ça. La ADP et la Française des Jeux vont être privatisées, c'est déjà connu, ce sont des décisions qui ont été annoncées. Absolument. Qui ont été annoncées je vous ai pas interrompu. Donc je vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer. Vous avez des obsessions, monsieur, qui sont des obsessions. Non, c'est pas une obsession, monsieur. Il en va de la République et du patrimoine de la France. Les revendications portent sur des mesures qui sont empêchées par les fameux 3% de la Commission européenne. Macron ne peut pas faire autre chose que ce que lui impose l'Union européenne. Tout ce que Macron, tout le mal qu'il nous fait est demandé par l'Union européenne. Les GOPE, les grandes orientations de politique économique, demandent la privatisation de la sécurité sociale, la baisse des retraites, la baisse des allocations chômage, la suppression des CDI. Tout ça est programmé dans les institutions européennes. C'est un carcan qui s'impose. Et je pense que nous avons humilié Macron tous ensemble sur un point, c'est qu'il n'est plus, à partir d'aujourd'hui, le champion de l'Europe. C'est terminé. Le peuple n'est plus souverain et le plus haut échelon de la souveraineté nationale, c'est la présidence de la République, c'est certainement pas la Commission européenne, composée de gens que personne ne connaît, qui n'ont pas été élus et qui en général travaillent pour les banques. Il en va du patrimoine de la France, de la richesse des Français, et c'est même le fond du problème. Monsieur, parce qu'on peut parler de mesurettes autant qu'on voudra. Présentez-vous aux élections, monsieur, c'est plus simple. Mais je vous assure. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont forcément illettrés ou incultes? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un simple citoyen et d'avoir une pensée politique et de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous? Les gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils ne parlent pas comme vous. Eh ben, parce que vous êtes un faux gilet jaune, je vous dis. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose de très populaire à faire. C'est de supprimer la redevance télé. Et ça, beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Vous parlez comme un militant politique. Vous me demandiez de pas m'interrompre. Je vous parle comme quelqu'un qui lit des livres, qui s'intéresse à la politique. Je vous parle comme un citoyen républicain qui est pour la souveraineté du peuple. Je ne veux pas renverser le pouvoir, je veux rendre le pouvoir au peuple, monsieur. Vous devriez avoir honte, vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Je suis un vrai gilet jaune, je réfute votre accusation. Vous n'êtes pas un vrai journaliste, alors on peut s'en envoyer. Je chante de ta quotidien. On va rétablir le Moyen-Âge, parce que le boulgour ça casse les couilles. On va rétablir la viande, on va rétablir la France aussi. Les groupuscules identitaires d'extrême droite apportent parfois des drapeaux régionaux ou glorifient certains symboles comme ce casque spartiate. Là, c'est typiquement un drapeau d'extrême droite marqué d'un sceau nationaliste révolutionnaire. Je suis un détective. Mais pourquoi manifeste-t-il? Cette extrême droite-là souhaite provoquer pour créer du désordre, pour que la population appelle à l'ordre. Et donc qu'il y ait un ordre militaire qui s'instaure, ou un ordre dictatorial qui s'instaure. Dessiner aussi le marteau et la faucille et le sigle PCM, comme parti communiste maoïste. Là, c'est provoquer le désordre pour que la population se rende compte qu'une démocratie n'est pas un système démocratique et appeler à la création d'un État prolétarien, donc instaurer la dictature, mais pas une dictature militaire, la dictature du prolétariat. Mais de quoi tu parles? La plupart des gens, ils veulent un monde nouveau, quoi, où il y ait plus de pouvoir pour les citoyens lambda, si vous voyez. Parce que les gens qui nous représentent, ils sont déconnectés de nos réalités. Je veux aussi que nous mettions d'accord
la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. On va se bagarrer là-dessus, c'est idiot. De toute façon, on peut rien changer. C'est pas là-dessus qu'il faut se bagarrer. Où il y en a qui sont contre l'avortement, d'autres qui sont pour l'avortement, d'autres qui sont pour la peine de mort, d'autres qui sont contre la peine de mort. Et je sais, moi, le nombre de sujets législatifs sur lesquels on va se déchirer, inutilement, puisque de toute façon, nous sommes impuissants. La priorité, ce que je dis, c'est vraiment, c'est un mot important. Je dis notre cause commune. La cause commune des gens de gauche à droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, du centre, de ceux qui font pas de politique. Notre cause commune, c'est notre impuissance politique. Au lieu de réclamer seulement des baisses d'impôts, plus de salaires, l'arrêt de la destruction des services publics, au lieu de s'en tenir aux conséquences de leur impuissance politique, ils commencent à penser aux causes de leur impuissance politique. Et il y a une solution, c'est d'écrire nous-mêmes la Constitution. Et si vous faites des ateliers constituants, vous êtes un gauchiste avec un mec de droite, un gauchiste, c'est comme ça que les gars de droite appellent les gens de gauche. Et puis, comment les gens de droite ils appellent les fachos. Vous mettez un gauchiste et un facho, vous les mettez ensemble dans un atelier constituant, mais ils vont pas se disputer. Vous allez voir que la plupart des règles qu'il va falloir décider, comment on désigne les acteurs, comment on les contrôle, comment on les punit, comment le peuple garde la main en écrivant des référendums d'initiative populaire, quel référendum d'initiative populaire. Mais le gars de gauche et le gars de droite, ils ont le même besoin d'être protégés contre les abus de pouvoir. Ils se sont trouvés alors que tout les opposait. À gauche, Chris le lepéniste. À droite, Cyril le mélenchoniste. Et ma légitimité, je ne la tire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie. Je ne la tire que de vous, de nul autre. Un pas de famille, ça s'embrouille toujours sur la politique, c'est un truc de fou. Il y a un type qui est de droite, il y a un type qui est de gauche, ça va forcément s'engueuler. Là, vous arrivez à mettre 400 personnes, il n'y en a pas un qui parle de politique. Monsieur Macron, en fait, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est à mettre tout le monde d'accord, quoi. Que le problème, c'est lui et son gouvernement, quoi. Ça, c'est clair, ça. Macron a incarné le bouc émissaire. L'idée du bouc émissaire de René Girard, vous savez que je suis un girardien convaincu, c'est que la société entière est basée sur le mimétisme, ce mimétisme engendre des violences, et que la société a besoin de canaliser, donc pour faire corps et se définir comme société, elle a besoin de canaliser cette violence à intervalles réguliers en désignant une victime aléatoire et expiatoire, et qui est souvent une victime désignée parmi ceux qui passent pour les plus doux ou les plus faibles. Et Macron, en ne parlant pas, a incarné cela. Où sont les poulards? J'ai faim!